Bonjour et bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Romu. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons d'analyser ensemble une partie probablement méconnue entre les grands maîtres Smirnov et Milov, qui a été jouée au championnat d'Europe en 2005. C'est une partie très concrète, on va dire, avec beaucoup de tactique, mais qui est aussi très spectaculaire. C'est pour ça qu'on s'est dit que ça pouvait vous plaire. Alors on commence par une sicilienne, E4, C5, cavalier F3, E6, D4, prise et A6. Alors Romu, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette variante de la sicilienne? Donc c'est ce qu'on appelle la variante Cannes, de la sicilienne, qui est caractérisée par les coups E6 A6. Donc l'idée est que le coup A6 revient souvent dans la sicilienne pour plus tard certainement avancer le pion en B5 et développer le fou en B7. Donc là, on peut faire référence à nos vidéos sur la sicilienne pour avoir plus d'explications sur notamment le jeu à l'aile dame ou l'attaque du pion E4. Mm-hmm. On voit que les noirs retardent pour l'instant la sortie du cavalier en F6. Enfin, le cavalier G8 ne se développe pas tout de suite. Ce qui peut permettre au blanc d'installer un deuxième pion au centre, le pion C2 en C4, pour mieux contrôler le centre, faire ce qu'on appelle un étau de Maroczy, pour les plus connaisseurs d'entre nous. Et voilà, ce sont les choses essentielles, je pense, au niveau des 3-4 premiers coups. Donc là, il y a pas mal de coups possibles pour les blancs. On peut évidemment sortir le cavalier en C3. Smirnov a choisi de jouer un coup plus souple, le coup fou D3, qui garde plus d'options. Le fou est bien placé puisqu'il défend le pion E4 et en cas du futur petit roc des noirs, il sera forcément bien posté pour viser ce roc. Et il se garde l'option de placer le pion en C4, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou de le laisser en C2 selon ce qui se passe. Notre ami Milov a joué fou C5. Oui, d'ailleurs, ça, c'est l'un des intérêts de cette sicilienne. Dans énormément de siciliennes, les noirs mettent leur pion rapidement sur D6. L'intérêt dans les siciliennes avec E6, c'est de pouvoir garder ce fou un petit peu plus libre que d'habitude. Oui, exactement. Donc là, le fou se développe avec tempo, cavalier B3. Là, on peut reculer le fou, d'après la théorie, soit en A7 pour garder sur cette diagonale, soit en E7. Milov a choisi de le garder en E7. Et alors là, ça pourrait sembler bizarre parce qu'on vient de jouer 2 fois consécutivement notre fou, de F8 en C5 puis de C5 en E7. Quelle est l'idée de cette manœuvre? En fait, on a décentralisé le cavalier D4. Donc le cavalier qui était bien placé, qui est au centre, qui peut permettre plus tard de lancer les attaques et parfois même de se sacrifier quelque part pour attaquer le roi noir. Donc les noirs sont prêts à perdre un tempo pour décentraliser ce cavalier. Bon, le cavalier perd aussi un tempo puisqu'il doit partir. Mmh. Et forcément, le cavalier fait moins peur en B3 qu'en D4. Ouais, il est moins bien placé. Et le fou est bien placé en E7. Mmh. Ok, et donc les blancs maintenant essaient de tirer profit malgré tout de cette manœuvre, de cette sortie de fou rapide, et surtout du fait que le fou soit sorti avant le cavalier, en jouant dame G4. Donc on crée une attaque directe en G7, et on pose une question au noir. Que vont-ils faire avec ce pion G7? Alors, je crois qu'il existe différentes options. Certains ici acceptent de jouer le coup roi F8, d'autres préfèrent sacrifier le pion en jouant cavalier F6, mais Milov a joué ce qui est le plus courant, avec le coup G6. Alors ça peut faire peur comme ça, au premier coup d'œil. Oui, parce qu'en général, on est habitué, lorsqu'on fait G6, de placer le fou en G7 et non pas en E7. Donc, de toute façon, c'est toute l'idée de dame G4, c'est d'essayer de provoquer ce coup pour affaiblir un peu les cases noires. Mais d'un autre côté, on va le voir un peu plus tard, ce coup G6 peut avoir aussi une certaine utilité. Donc, c'est un débat. Est-ce que c'est plus un affaiblissement ou au contraire, est-ce que ce coup ça va s'avérer utile? C'est justement un des enjeux de la partie. Milov a joué, Smirnov a joué dame 2. Donc là encore, c'est un coup qui peut
peut-être un peu surprendre puisque on vient de jouer dame G4 et on rapatrie la dame en E2. Mais j'ai envie de dire, en fait, la dame a rempli sa mission en forçant l'affaiblissement G6 et elle évite la sortie du cavalier G8 avec tempo. Si le cavalier sort en F6, ça attaquerait la dame en G4. Donc l'idée, c'est d'anticiper ça. Et la dame est parfaitement placée en E2, puisqu'elle elle soutient le pion E4, qui plus tard peut éventuellement s'avancer en E5 avec l'aide souvent du pion F. Alors, on peut imaginer quelque chose avec F4, un E5 rapidement, pour essayer d'ouvrir le jeu. Et la dame est parfaitement placée sur cette case en E2. Ouais, en plus, en anticipant l'attaque par cavalier F6, maintenant, si les noirs avaient eu envie de jouer cavalier F6, justement, puisque la dame blanche n'est pas attaquée, les blancs auraient probablement joué un coup comme E5 pour souligner justement la faiblesse extrême des cases noires. Parce que bien sûr, on a parlé des cases noires autour du roi, mais D6 aussi peut être faible, pourquoi pas B6 un jour. Et ce pion, justement, viendrait asseoir en quelque sorte la domination sur les cases noires. Pour ceux qui se demandent pourquoi on ne joue pas immédiatement E5, ici ce serait probablement trop tôt. Pourquoi on ne joue pas E5 au lieu de Dame E2? Ce serait probablement trop tôt parce que le pion pourrait être éliminé rapidement et ce pion, en avançant, ne gagne pas un tempo sur le cavalier. Donc on préfère attendre que le cavalier F6 soit sorti. Ouais. Donc après Dame E2, il est logique que Milov joue D6, justement pour reprendre un petit peu le contrôle des cases noires et pouvoir se développer évidemment. Petit roc cavalier D7. Et maintenant, Smirnov tente un développement original, on va dire. Dans cette position, il existe évidemment beaucoup de coups comme cavalier C3, C4, ce genre de choses auxquelles on pourrait s'attendre. Mais lui décide de jouer le coup cavalier A3. Donc on voit par les flèches qu'on a laissées que l'idée c'est de redéployer, de déployer plutôt les pièces de l'aile dame en direction de la case B6 pour essayer d'exploiter justement cette faiblesse. Alors pour l'instant il s'agit de la case B6, mais ça pourrait pourquoi pas se transformer en pion B6 faible un petit peu plus tard. C'est un développement qu'on rencontre pas très souvent, mais qui est loin d'être inintéressant en fait. Ouais, on peut aussi souligner le fait que les blancs essaient de retarder la sortie du fou C1. Souvent ça se fait dans cette variante parce que si les noirs développent leur cavalier en F6, alors ils pourraient avoir le coup fou H6 à leur disposition, qui empêcherait le roc et qui garderait le roi au centre. Donc les blancs essayent de jouer un coup utile, donc là c'est une idée intéressante, comme tu l'as dit Laurent, avec cavalier A3 pour essayer de trouver du jeu sur l'aile dame. Et en même temps, on pose une question aux noirs, on leur demande ok, tu dois faire un coup, et sachant que cavalier F6, c'est le coup qu'on a envie de faire, mais on peut pas vraiment, là pour le moment, c'est pas trop indiqué, il faut que tu joues un coup utile. Et justement, Milov ici a joué un coup assez intéressant, et c'est le début de la stratégie noire qui commence à apparaître, c'est le coup H5. Alors on peut dire, pour ceux qui ne connaissent pas Vadim Milov, que lorsqu'on lui pose cette fameuse question, qu'est-ce que tu as envie de faire? En général, il répond par j'ai envie de te mater. Donc, c'est pas très surprenant. Alors, au-delà de cette petite blague et du style de Milov, l'idée de cette ouverture très risquée avec les noirs, c'est de jouer à fond pour le gain. Hein. C'est une variante vraiment destinée à jouer pour l'attaque avec les noirs et à... On n'est pas là pour solidifier notre partie, essayer d'obtenir l'égalité, puis pourquoi pas prendre l'avantage. C'est vraiment une des lignes les plus agressives de la sicilienne, ce qui signifie aussi que c'est l'une des lignes les plus dangereuses côté noir, on va dire. On prend beaucoup de risques. Donc ce coup H5, alors à quoi est-ce qu'il sert? Alors, une des idées, si ce n'est l'idée principale d'ailleurs, on imagine bien que le fou C8 va sortir sur la grande diagonale en B7 et on l'a dit tout à l'heure, les blancs vont pas rester les bras croisés, ils vont essayer d'attaquer et pour attaquer, il n'y a pas 36 façons, ils vont certainement avancer le pion F en F4, ce qui évidemment cherche à attaquer le roi noir, mais également, comme à chaque fois qu'on avance le pion F, le roi blanc peut s'avérer être parfois un peu affaibli. On en a fait encore une fois référence dans nos vidéos sur la sicilienne. On a vu des contre-attaques sur le roi blanc lorsque les pions du roc s'avancent un peu trop.
Donc l'idée de H5 est d'essayer de pousser le pion H le plus loin possible, et tant qu'à faire jusqu'en H3, de façon à affaiblir les cases blanches autour du roi. Et avec le fou en B7, on voit qu'on peut espérer qu'un jour la diagonale s'ouvre et trouver du contre-jeu contre le roi. Donc ça, c'est certainement une des idées principales de cette avancée en H5. Tout à fait. Une autre idée qu'on peut rencontrer, c'est que par la suite, le cavalier F6 pourrait avoir une bonne case en G4. Donc certes, le pion est sur son chemin en direction d'H3, mais il pourrait aussi servir de soutien pour l'arrivée d'un cavalier sur G4, notamment quand le coup F2, F4 est joué, comme tu l'as dit, ce cavalier peut attaquer les cases noires affaiblies. Donc H5, un coup très surprenant et très agressif. Voilà, encore une fois, comprenez bien que cette ouverture est, du côté des noirs, est extrêmement risquée, mais peut-être que quand on prend beaucoup de risques, on a plus de chances de gagner aussi. Oui, parce qu'on a parlé des avantages du coup H5. On peut juste dire peut-être deux choses qui montrent le risque de cette avancée. La première, c'est que ça ne sort pas de pièce, donc ça retarde encore un peu plus le développement. Déjà que dans la sicilienne, le développement est plutôt en faveur des blancs. Donc ça, c'est déjà une part de risque assez grande. La deuxième, c'est que ça fragilise notamment le pion G6. Et on peut imaginer quand le pion F va s'avancer en F4 et voire en F5, le pion G6 peut être en souffrance, notamment avec le fou D3 qui peut viser ce pion. Donc c'est d'autant plus risqué puisqu'il y a le roi quand même qui est en E8 et donc cette avancée du pion H peut permettre plus facilement l'ouverture du jeu pour les blancs. Donc il y a avantages et inconvénients comme souvent évidemment. Et on va voir qui va sortir vainqueur de ce débat. Ouais. Donc Smirnov relève le défi, de toute façon il n'a pas grand chose d'autre à faire, il part pour F4 et Milov décide de commencer par Dame C7, alors qui est un coup utile à différents titres. La dame s'active sur la colonne C, même si pour l'instant on voit pas très bien ce qu'elle pourrait faire, mais surtout ça permet de mieux contrôler la case E5 qui est vraiment une case clé dans ce genre d'ouverture. J'ai pratiqué moi-même en de rares occasions cette ouverture, et je peux vous dire que c'est le gros danger. Il ne faut pas que les blancs réussissent à jouer E5 trop facilement. Voilà, notamment, comme tu l'as dit, Romu, après E5, le fou pourrait entrer en jeu, pourquoi pas, pour attaquer vers G6. On pourrait très bien envisager des sacrifices de cavalier en E6 aussi. Donc, l'attaque des blancs peut être attaquée peut-être provoquée et débutée par le coup E5. Bien sûr, il y a d'autres options, comme on va le voir dans la partie, mais cette attaque par E5, elle est particulièrement pénible quand on a les noirs, donc on préfère très très bien contrôler E5. Donc après Dame C7, les blancs, Smirnov a décidé de jouer fou D2. Bon, il avait d'autres options, on va pas discuter, je crois, trop en détail chaque coup précis de la théorie de l'ouverture, parce que c'est vraiment le milieu de jeu qui va nous intéresser, et notamment une position en particulier. Voilà, on peut pas. Bien sûr que fou D2 est un coup intéressant, à différents titres, on va essayer d'expliquer, mais voilà, il y avait par exemple le cavalier C4 était possible aussi. Donc, oui, mais de toute façon, c'est plus ou moins interchangeable parce que le fou se développe souvent en D2 dans ces variantes, mais justement pas en E3, pour pas interférer, je vais y arriver, la dame E2 et le pion E4. C'est-à-dire que, tu l'as dit tout à l'heure, on aime bien attaquer avec E5, enfin en tout cas au centre, et si on met le fou en E3, ça gêne un peu les pièces, pièces blanches. Ça casse la coordination, ouais, tout à fait. Ouais, donc le fou va venir en D2, donc qu'on le fasse avant KIC4 ou après KIC4, je pense pas que ça change grand chose. Ouais. D'autre part, le fou en E3 en plus peut être exposé, comme on l'a dit tout à l'heure, avec cavalier F6, cavalier G4. Donc c'est vrai qu'il vient très souvent sur D2. L'idée justement de Smirnov, c'est de pouvoir amener une tour supplémentaire dans le but de jouer ce fameux E5. Au passage, on pourrait penser à des fous C3, pourquoi pas à un moment donné. Et on soutient aussi, enfin on contrôle la case A5, on peut espérer y amener un pion ou quelque chose comme ça, même si, vu la tournure des événements, on se doute que ça va plutôt se passer au centre et sur l'aile droit que sur l'aile dame. Alors, Vadim a joué maintenant cavalier F6, donc là, il joue cavalier F6 à ce moment-là parce qu'il n'y a pas de crainte du coup E5 de la part des blancs. Et ici, Smirnov
va jouer un coup qui paraît à la fois très naturel, et lorsqu'on connaît la partie, on se dit c'était peut-être pas si bon que ça. Ouais, il a joué un coup qu'on voit souvent dans les Siciliennes avec petit roc quand on avance le pion F. Il a joué roi H1, qui est complètement humain comme réaction, puisqu'on essaie d'éviter les problèmes sur cette diagonale. Alors évidemment, quand on connaît la fin du film, c'est toujours facile de critiquer et de dire bon, peut-être que le roi était pas bien placé en H1. Mais d'un autre côté, c'est quand même un coup que l'on voit 9 fois sur 10 dans ce type de position. Alors, là, l'autre coup qui venait à l'esprit était certainement tour AE1, avec l'idée justement d'ignorer l'ouverture de la diagonale géant A7 et de se dire qu'il n'y aura pas de problème sur cette diagonale et de continuer notre plan au centre. Et avec tour A1, les blancs menaceraient E5. Et du coup, là, c'est une réaction vraiment typique. Donc, encore une fois, je sais que je me répète, mais encore une fois, on est en train d'étudier la sicilienne, ou en tout cas, on essaie de vous expliquer quels sont les thèmes vraiment classiques pour jouer la sicilienne. Et là, on est typiquement justement dans un cas de figure très classique. Les noirs doivent réagir en jouant eux-mêmes E5. Donc, ils anticipent cette poussée. La fameuse bataille du centre, on renvoie encore une fois à cette vidéo. Et donc, il faut à tout prix éviter cette percée E5 parce que, voilà, on le réexplique une dernière fois, après E5, le fou commencerait à s'activer en direction de G6. En cas d'échange sur E5, la tour F1 aussi se mettrait en action. D'autre part, le cavalier serait déstabilisé. Enfin bref, on veut vraiment pas laisser l'initiative aux blancs, on veut surtout pas leur laisser jouer E5. Donc là, c'est quasiment le seul coup E5. Enfin, si on comprend la sicilienne, on n'a pas d'autre choix que de jouer E5 ici. Ouais, là c'est obligatoire, sinon ça va pas durer très longtemps. Et après 5, on peut imaginer C4, quelque chose comme B5, cavalier E3, fou B7. Bon, il y a une position où tout reste à faire, bien évidemment. C'est un combat typiquement sicilien. Et là, voilà, chacun il y a à boire et à manger pour les deux camps. Ouais. Il y a la case D5, le pion E4. On s'attend à un combat vraiment féroce. On a vu toujours dans cette même vidéo qu'il existait le plan de gagner la case E5 pour y installer un cavalier. Mais les blancs, eux, vont essayer de s'installer sur D5. Le roi est au centre, on ne sait pas trop s'il doit rester là ou s'il doit partir se cacher, mais se cacher de quel côté, parce que les deux rocs sont un petit peu affaiblis, pour dire le moins. Voilà, c'est une position vraiment à double tranchant, et bien malin celui qui serait capable de dire si ce sont les blancs ou les noirs qui ont l'avantage. C'est juste un combat de rue, on va dire, et que le meilleur gagne, quoi. Mais il faut s'attendre, si on joue des siciliennes, notamment cette sicilienne Cannes, il faut s'attendre à des positions voilà, dans laquelle la seule règle c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe, quoi, quasiment. Complètement. Ok, donc Smirnov a joué roi H1, et on va se rendre compte par la suite que c'était peut-être pas une si bonne idée que ça dans cette position précisément. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, une des idées de H5, c'est d'essayer de provoquer l'affaiblissement des cases blanches, d'autant plus que Smirnov vient de placer le roi en H1, donc ça donne encore plus envie d'ouvrir cette diagonale. Donc, sans surprise, Milov joue H4, il ne se fait pas prier pour lancer son attaque. Il y a une autre idée, excuse-moi, je te coupe. Oui. Il y a une autre idée derrière le coup H4. Bien sûr que l'idée principale, c'est ce que tu viens de dire, mais quelquefois, on rencontre aussi cette idée de cavalier H5, cavalier G3, pour faire participer la tour, enfin pour ouvrir la colonnage, faire participer la tour, et on a du réseau de maths. Après, voilà, il suffirait qu'une pièce qui travaille en diagonale, donc une dame ou un fou, contrôle la case G1, et on a des réseaux de maths qui peuvent survenir comme ceci. Ouais. Donc après H4. Tour A1. Tour A1, exactement. Et bon, on l'a déjà expliqué. Ici, E5, évidemment. Il n'y a pas le choix, il faut jouer E5 absolument. Ouais. Ok, les blancs font participer le cavalier A3 qui faisait la sieste. Donc, cavalier C4. Et maintenant... le jeu, en fait, est assez logique des deux côtés. Ouais, tout à fait. Si on ne rentre pas dans les détails, le jeu est complètement naturel des deux côtés. Ouais, on peut se dire que jusque-là, on aurait pu jouer les mêmes coups en blitz quasiment. Ouais. Si on connaît un petit peu la sicilienne, si on connaît quelques thèmes généraux,
Bon, bien sûr, les tout premiers coups de l'ouverture, il faut les avoir appris, jusqu'à Dame G4, G6 et ainsi de suite. Mais ensuite, c'est de la stratégie avec beaucoup de guillemets basique. Enfin, on va plutôt dire c'est de la stratégie de base, mais ce n'est pas basique au sens facile de la sicilienne, aussi bien du côté des blancs que du côté des noirs. Donc ici, Vadim, fidèle à son style, on va dire, continue son attaque plutôt, voilà, droit au but, exactement, avec le coup H3. On aurait pu aussi penser au coup B5. Encore une fois, on ne va pas analyser en détail chacun des coups possibles parce que la vidéo ferait plusieurs heures, voire un petit peu plus. Donc H3, c'est quand même logique parce qu'il avait construit toute sa partie pour ce coup-là, toute son ouverture pour ce coup-là. Smirnov décide de jouer G3. Bon, il n'a pas envie de laisser s'ouvrir la colonne, mais de notre côté, ce pion à H3, c'est quand même un sacré caillou dans la chaussure des blancs. Et comme on va le voir, l'affaiblissement des cases blanches, c'est aussi quelque chose de problématique. Alors là, Vadim a décidé de jouer B6 alors qu'on pouvait s'attendre à B5. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette idée-là? Probablement, il ne voulait pas donner la case A5, parce qu'on souhaite placer le fou en B7. Donc, on a envie d'être tranquille de ce côté-là pour se concentrer sur l'aile roi. Et en jouant B5, on donne la case A5, soit pour le fou, soit pour le cavalier qui pourrait venir chatouiller le fou B7, ou le fou A5 qui pourrait venir embêter la dame. Donc, dans tous les cas, ça serait un peu embêtant et ça justifierait un peu le placement des pièces blanches sur l'aile dame. Donc, il préfère une stratégie plus retenue avec le pion en B6 qui contrôle bien toutes les cases et qui permet de développer tranquillement son fou en B7. Et comme on l'a dit dans nos vidéos sur la sicilienne, le coup B5 est plutôt destiné à attaquer un cavalier en C3 ou attaquer vers un grand roc adverse. Donc là, sachant que le jeu se passe totalement au centre et à l'aile roi, on n'a pas besoin de ce coup B5, donc on préfère solidifier un petit peu nos cases noires et avoir l'esprit tranquille, comme tu viens de l'expliquer. Ouais. Ok, donc Smirnov joue Dame F3. Son objectif, très clairement, c'est de dire, puisque tu m'as fermé la colonne E, c'est pas grave, je vais passer par celle juste à côté, et il souhaite ouvrir la colonne F dans les prochains coups. Milov se développe fou B7, et donc pion prend E5, c'était l'idée. Alors, on peut souvent hésiter au moment d'une reprise, dans un cas de figure comme ceci, on peut prendre du pion D ou on peut prendre du cavalier. Ici, quelle a été la logique de Milov? Ça a été de se dire que s'il prend du cavalier suite à l'échange sur E5, le cavalier F6 manque de soutien, il n'y a plus son camarade sur D7, et le cavalier F6 c'est en même temps le dernier défenseur avant les pénétrations sur F7. Donc on va avoir un problème avec ce cavalier, notamment après fou G5, et ainsi on comprend que pour les noirs c'est nécessaire de garder le cavalier sur D7. Ça ne sera pas toujours le cas, parfois ce sera meilleur d'échanger les cavaliers. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque position est différente, et surtout dans la sicilienne. Donc c'est très très concret. Voilà. Ce qui est vrai dans une position ne sera pas forcément vrai dans une autre pour des décisions comme celle-ci, on va dire. Ouais, donc Milov prend du pion. Ouais. Il n'y a pas de fou G5 ou quoi que ce soit, parce que le cavalier F6 est stable. Et donc, il faut le déloger d'une autre façon, c'est pour ça qu'il joue G4. Ouais, donc là, ça crée une menace grave. Donc il faut penser à défendre le pion F7. Et il joue le coup qui a l'air, au premier abord, qui peut même faire sourire. On se dit, ça ressemble à un coup de débutant, mais en fait, c'est un coup très fort. Il joue tour H7. Donc l'idée, défendre le pion F7, évidemment, et en même temps, la tour reste sur la colonne H. Donc finalement, c'est un coup qui est complètement logique et très utile. Ouais, simple et efficace. Ouais, voilà, il ne faut pas chercher plus compliqué parfois. Et ici, Smirnov a joué cavalier E3. Alors, il y a des lignes plus compliquées à base de G5 notamment. On peut juste montrer peut-être à quoi ça aurait pu ressembler et prévenir les gens que si ça vous semble compliqué, vous allez voir que par la suite, ça va l'être encore plus. Donc, oui. Probablement Smirnov aurait dû jouer G5, continuer dans sa stratégie. Il ne l'a peut-être pas fait parce qu'il s'est dit éventuellement que le cavalier pouvait venir sur F4, mais c'est pas si grave. On continue par cavalier E3, menaçant d'entrer en D5 ou ce genre de choses. Et là, on va
on va juste, je pense, s'arrêter après le prochain coup. Sachez que dans cette position, le meilleur coup, l'un des meilleurs coups, pour les noirs, c'est F5. Et une fois qu'on a dit ça, voilà, on vous laisse avec cette position-là et on vous dit, pas débrouillez-vous, mais si vous voulez vous amuser à regarder des positions extrêmement compliquées, allumez l'ordinateur, ne regardez pas ce que dit l'ordinateur, mais essayez de proposer des coups à l'ordinateur et de vous battre avec lui. Il y a de fortes chances qu'il vous batte à plat de couture à chaque fois dans une telle position. Mais voilà, c'est typique de la sicilienne, typique du style de Milov aussi. Il y a le feu partout sur l'échiquier, et notamment en direction des deux rois, et ça va être super compliqué. Alors Smirnov a refusé d'entrer là-dedans. Et il a joué un coup, il a fait le coup naturel. Cavalier 3, c'est un coup. Ok, G5, c'est aussi naturel, bien sûr, mais cavalier 3, c'est un coup qui vient à l'esprit. Le cavalier se replace au centre, vise les cases D5. Il se rapproche du roi aussi, peut-être avec G5. Il espérait peut-être faire G5 et essayer d'améliorer la variante G5 immédiatement. Déjà, donc, G5, il l'a dans la manche. Il peut le jouer à peu près quand il veut, donc voilà. C'est logique de le faire plus tard. Ouais. Oui, il essaie de construire une position d'attaque et il essaie de trouver les meilleures conditions pour lancer son attaque sur le roi noir. Donc cavalier E3. Donc là, c'est la position qui nous a fait choisir cette partie finalement. Ouais, là c'est le début vraiment d'une combinaison qui est vraiment incroyable, mais encore une fois qui est typique dans ce genre de combat. De la sicilienne, c'est, j'ai envie de dire, âme sensible s'abstenir, on va dire. Le jeu est vraiment très concret, et il faut pas être effrayé dès que l'adversaire a des menaces et des idées un peu méchantes. Et il faut nous prendre son courage à deux mains et essayer déjà d'être vigilant par rapport aux menaces adverses, mais aussi dès qu'on a l'occasion de contre-attaquer, il faut absolument pas s'en priver. Et parfois, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination, comme c'est le cas dans cette partie. Et notre cher Milov a joué Dame C6. Donc, il a l'air logique comme ça. Si on n'y réfléchit pas plus que ça, il est en train de presser une troisième fois ce pion. On a déjà dit depuis longtemps que l'objectif des noirs, c'est d'exploiter la grande diagonale blanche. Donc, Dame C6, en soi, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. On fait une attaque. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ici, les blancs jouent cavalier D5, qui met beaucoup de pression sur le cavalier F6. Voilà, on s'attend pourquoi pas à un coup C4 aussi. Il ne faut pas oublier cette fameuse construction là en étau de Maroxy dont tu parlais tout à l'heure. En tout cas, cavalier D5, c'est clairement l'idée des blancs. Et ça s'appuie sur une petite astuce tactique, c'est-à-dire qu'après cavalier prend D5, pion prend D5, dame prend D5, les noirs ont gagné un pion, mais problème, il y a à la fin fou E4 avec une enfilade entre la dame D5 et le fou B7. Alors, ce dont on peut être sûr et certain, c'est que Milov n'a pas attendu cette position pour calculer. Il a calculé clairement avant de jouer dame C6. Il savait pertinemment que son adversaire avait cette ressource avec cavalier D5 et fou E4. Donc, tout ce qu'on va voir, toutes les variantes qu'on va voir à partir de maintenant, ont été calculées par le champion suisse avant même de jouer dame C6. Alors Romu, comment ça se passe? Sur fou E4, on a l'impression que les noirs peuvent abandonner. Oui, mais en fait non. En tout cas, ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés, d'ailleurs ils ont bien fait de continuer. Donc effectivement, sur fou E4, toute la stratégie des noirs évoquée, il y a déjà pas mal de coups à base de H5, H4, H3 pour affaiblir la diagonale H1 à 8. Va apparaître avec le sacrifice de dame, dame prend E4. Alors, quelle est l'idée? Bon, la réponse blanche est forcée, c'est tour prend E4, et maintenant cavalier F6. Donc on profite du clouage de la tour E4, on voit qu'il y a pas mal de monde sur cette diagonale, avec la dame en F3, le roi en H1 et la tour en E4, et le fou B7, oui, c'est une belle brochette, le fou B7 se frotte les mains, et on sent que les noirs vont ramasser quelques pièces sur cette diagonale. Et le roi va se retrouver extrêmement faible, malgré la disparition de la dame. Les pièces noires vont vraiment
s'activer. Même le fou E7, on peut imaginer qu'il va pouvoir réapparaître. La tour A8 va être prête aussi à participer au jeu. Donc toutes les pièces restantes noires vont virevolter sur l'échiquier et le roi blanc va toujours être un problème en fait. Ouais, c'est ça, malgré le déficit matériel, les noirs ont toute l'activité, la paire de fous, le fou B7, tous les voyants sont au vert, et chez les blancs, le fait d'avoir une dame, malheureusement, ça n'apporte pas grand-chose, notamment parce qu'elle n'a pas de cible. Elle n'a pas de cible sérieuse. F7 a été tranquillement et avec beaucoup de sérénité contrôlée par tour H7, et maintenant, les pièces noires qui sont plus nombreuses vont pouvoir s'organiser et profiter de cette initiative. Donc, Smirnov, qui était probablement un petit peu sonné, avait le choix entre deux coups, bouger son roi ou protéger la tour E4 par tour E20. S'il avait bougé le roi, cavalier prend E4 était le coup prévu par Vadim. On menace des choses en D2 notamment, pourquoi pas fou E3. Et ici, il y a différentes idées. Alors, on peut peut-être montrer cette variante-là avec tour C8. C8, ouais. Bon, on fait participer une pièce supplémentaire, c'est assez naturel comme façon de faire. De toute façon, dans ce genre de situation, c'est très important de développer tout le monde. On a du matériel en moins, donc il est important que les pièces restantes participent au jeu, et tout en faisant des menaces. Donc la tour se développe en menaçant de prendre en C2, par exemple C3, et là, un coup comme fou C6, pour encore une fois essayer d'activer les pièces. On peut imaginer des trucs comme fou B5 notamment. Ouais, ça permet de protéger le fou aussi, parce que pour l'instant, le cavalier n'était pas libre de ses mouvements, on était cloué. Donc le cavalier, peut-être sur D2, peut-être en C3, peut-être en G5. Ça, on peut pas le savoir à l'avance, mais ce qui est certain, c'est que maintenant que le fou est défendu, il y a des découvertes possibles, et pourquoi pas, comme tu disais, un jour fou B5 ou quelque chose comme ça. La dame, par exemple, si la dame veut se retirer en E2 pour s'enlever du vis-à-vis, il y a fou B5 qui traîne. Donc ça, c'est pas possible, et on peut imaginer la tour, si la dame part de la colonne F, la tour noire peut arriver aussi en H4 parfois, pour attaquer le pion G4, en tout cas le viser. Ça, c'est assez thématique aussi comme façon de faire. Bon, on sent que c'est au moins beaucoup plus facile à jouer en pratique pour les noirs, et même, je pense, c'est plus que facile à jouer, je pense que c'est la position noire est clairement supérieure. Oui, tout à fait. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si vous sacrifiez la dame, par exemple, comme dans cette partie, contre une tour et un fou, vous avez du matériel de moins, si on compte les points comme les enfants, mais par contre, vous avez plus de pièces que votre adversaire sur l'échiquier. Donc il faut que ça se voit, et il faut non seulement les faire toutes participer, mais en plus les faire participer ensemble. Donc il faut qu'il y ait de la cohérence, il faut qu'il y ait du soutien. Vous voyez, la tour protège le fou, qui lui-même protège le cavalier, il va y avoir des découvertes. Donc il faut que les pièces se mettent à harmonieusement travailler ensemble, on va dire. Donc Smirnov avait cette possibilité-là, il a préféré se défendre autrement, avec le coup tour F E1, cavalier prend E4, c'est quand même assez naturel, on commence à récupérer du matériel, et tour prend E4, et peut-être que Smirnov avait raté le prochain coup de Milov, qui est à la fois très énergique, mais aussi très surprenant. On ne s'attend absolument pas à ce coup. En fait, comment a réfléchi Milov dans cette position ? Il voit que la tour E4 est clouée. Bien évidemment, on n'a pas envie de la prendre tout de suite. On n'a pas envie de donner notre fou B7 qui est beaucoup trop fort pour s'échanger même contre la tour E4. Et on a juste envie de renforcer l'attaque sur cette diagonale, et notamment sur la tour E4. Donc ici, il a vu le coup F5, qui est un très bon coup, puisque ça attaque la tour, ça force, puis on prend F5. Et maintenant, la ressource cachée derrière le coup F5, c'est tour H4. Donc la tour entre en jeu en attaquant celle en E4. Et on récupère du matériel, énormément de matériel. Et on voit qu'on gagne encore du matériel dans cette position, et là ça va devenir vraiment désespéré pour les blancs. Il a joué roi G1 pour éviter de tout perdre sur la diagonale, fou prend E4. Bon, maintenant il n'y a même plus d'avantage matériel pour les blancs, parce que en échange de cette dame, les noirs ont 2 tours. Alors bien entendu, c'est pas le matériel le critère important, mais disons qu'ils n'ont même plus ça à mettre dans la balance, ils n'ont même plus d'avantage matériel. Non, là, typiquement, c'est le roi qui est trop faible. Et là, il suffit de faire intervenir la dernière tour, la tour A8. Et quand la tour va entrer en jeu,
ça va juste être terminé parce que les Noirs auront 4 pièces, les 2 fous et les 2 tours pour attaquer, plus le pion H3 qui joue toujours un rôle un peu désagréable. Et les Blancs ont rien, enfin la Dame Blanche peut absolument rien faire, on va le voir, il n'y a pas de contre-jeu et ça va être. Elle va essayer de faire des choses, mais. Oui, mais il y a trop avec de monde, 4 pièces, ouais, 4 pièces, ça contrôle beaucoup trop de cases et on va voir que la Dame va se retrouver impuissante. Tout à fait. Donc Dame prend E5, tour D8. Alors la phase technique est intéressante, mais c'est surtout l'escarmouche tactique, si on peut appeler ça comme ça, qu'on vient de regarder, qui est la plus instructive. Donc on va bien sûr commenter la suite, mais de façon plus légère. Donc après tour D8, roi F1, tour E4, chasse la dame, qui a décidé de venir sur G7. Il y avait un échec possible en H8, mais une fois que le roi se déplace, on va pas pouvoir enchaîner tant que ça les échecs. Et maintenant fou H4. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, Milov, alors c'est un joueur qu'on ne voit plus beaucoup sur le circuit malheureusement, mais c'est un joueur très spectaculaire et dont l'obsession est de chercher des coups tactiques d'une part, mais surtout de faire mat à son adversaire. Donc on voit que même au moment de la réalisation technique, il s'applique à trouver des réseaux de mat. Ici la menace c'est tour prend D2, suivi de tour E1, échec et mat, notamment avec le soutien de ce pion H3. Vous voyez tout le travail qu'aura fait ce pion. C'est lui qui, en venant sur H3, a provoqué l'ouverture de la colonne, de la diagonale, B7 à H1, et c'est lui qui, à différents moments, a soutenu l'attaque des autres pièces. Et on voit que toutes les pièces noires se défendent. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très important quand on fait face à une dame. Une dame est capable d'attaquer plusieurs pièces en même temps, de faire des doubles attaques et de vraiment attaquer plusieurs pièces. Donc, avoir toutes les pièces protégées est vraiment extrêmement important. Donc là, c'est le cas avec la tour E4 qui défend le fou H4, le fou F5 qui est défendu par le pion G6, la tour D8 qui est défendue par le fou H4 et par le roi. Enfin, tout est parfait chez les Noirs et donc parfaite coordination. Du coup, la dame va se retrouver complètement impuissante. On note aussi le cavalier B3 qui est pour le moment spectateur. Il va rester longtemps d'ailleurs. Oui, c'est assez important et même le fou D2 n'a pas de moyen d'entrer en jeu et de participer vraiment à l'attaque du roi noir. Ouais, c'est ça. Et comme tu l'as dit, la dame, une fois qu'elle est toute seule, elle n'a qu'une spécialité, c'est de faire des doubles attaques. Donc s'il n'y a rien à attaquer, finalement, cette dame, elle va être totalement spectatrice. Alors elle a quand même fait quelques petits échecs. Voilà. Une fois que le roi est sur E6, il n'y a plus d'échecs valables. Dame H6, il essaie tant bien que mal. Il essaie surtout de protéger le fou D2. On a dit qu'il y avait la menace tour prend D2. Et maintenant, Vadim continue dans son esprit d'attaque avec tour D7. Il avait envie de jouer tour F8, mais c'est pas possible. Il y a la dame ici. Donc, petite manœuvre. On n'est pas pressé là. Avec les noirs, on a un tel avantage. On peut se permettre des petites manœuvres comme ça et d'améliorer notre position. C3, tour F7. Cavalier D4 échec était probablement l'idée de C3. Il a dû se rendre compte au dernier moment qu'il y avait des problèmes. Ici, les noirs sacrifient encore du matériel. Ça, vous pouvez être sûr que Milov l'aurait fait les yeux fermés. Fou D3, double échec. Et lorsque le roi s'en va sur la seule case, on a un mat en un coup. Donc malgré l'absence des dames, le roi blanc reste extrêmement faible et c'est une cible privilégiée pour les pièces noires. Ouais, donc sur tour F7, il a joué fou E3 pour éviter ça. La roi D7. Bon, pour éviter l'échec, ouais. Pour éviter l'échec, oui. Cavalier D2, donc ce qu'on disait, il essaye de rapatrier le cavalier qui ne jouait pas un rôle très très important. Tour G4, roi E2. Bon, là, il a joué tour E7. On peut... Voilà, qu'on peut critiquer simplement parce que les ordinateurs nous disent qu'il y a mieux. Mais en pratique, pour un humain, tour E7, c'est simple et bon, quoi. Voilà, il faut prendre garde. Voilà, il faut faire très attention quand on analyse une partie avec les ordinateurs. On aurait tendance à vouloir mettre des points d'interrogation de partout, par rapport au coup humain. Très souvent, on aurait tendance à mettre des points d'interrogation de partout. Mais comment critiquer un coup aussi logique que tour E7 qui cloue le fou et qui ne gâche pas l'avantage. Voilà. Donc pourquoi les ordinateurs pensent que tour E7 n'est pas le meilleur? Parce qu'à la place, il y avait fou C2 qui permettait de couper la retraite du roi blanc et de préparer une attaque finale, on va dire, par tour G2.
Bon, c'est le 39e coup. Vu la complexité de la partie, on peut se douter que Milov commençait un petit peu à manquer de temps et il a joué un coup on ne peut plus pratique et on ne peut plus naturel. Donc c'est sans doute exagéré de dire que tour E7 est une erreur. Roi F3, fou F6, qui permet de faire des petites menaces sympathiques comme tour H4. La dame est totalement dominée par la puissance et surtout la coordination des pièces noires. Dame F8, fou 5. Maintenant, il y a même le pion H2 qui peut être un problème. Et quand on capture le pion H2, le pion H3 est à 2 cases du bonheur. Donc, on peut imaginer que ça rajoute encore un problème supplémentaire au pauvre Smirnov. Tout à fait. Encore quelques petits échecs de consolation. Fou D6. Bon, ça ou abandonner, c'était la même chose. Milov a ramassé encore une pièce. Voilà. Et après roi C7, il n'y a plus d'échecs. On a 2 tours, un fou et un pion contre un roi qui est mal en point. Et on a un pion qui est pas loin de faire une dame. Il est temps de passer à autre chose pour les blancs et de féliciter l'adversaire. Voilà Romu, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette partie finalement? Donc déjà, si vous jouez la sicilienne, que ce soit avec les blancs ou les noirs, il faut donc s'attendre à un combat de ce type. Le jeu est très concret, les rois sont souvent mis à mal et visés par les pièces adverses. Le sens de l'initiative et du dynamisme est extrêmement important, souvent même au détriment du matériel. On l'a vu avec l'idée originale de Milov de sacrifier la dame pour que toutes les pièces participent. Donc vraiment avoir un sens de l'initiative. Bien sûr, avoir conscience des menaces de l'adversaire. On a vu que, notamment, quand les Blancs menaçaient de faire des percées centrales avec E5, notamment, les Noirs ont joué eux-mêmes E5 pour empêcher cela. Mais surtout, dès qu'on a l'occasion, se saisir de l'initiative et ne reculer devant aucun sacrifice ou idée pour viser le roi adverse et ne pas avoir peur des complications. Mais bon, je pense que quand on choisit la sicilienne comme arme, notamment avec les Noirs, bien évidemment on ne doit pas avoir peur de jouer des complications de ce type et se faire confiance. Ouais. C'est surtout ça, parce que bien sûr que le jeu n'est pas parfait, même Milov, il a fait une partie incroyable, mais on peut quand même critiquer, si on regarde avec l'ordinateur, quelques coups. Mais encore une fois, il faut regarder surtout l'aspect pratique. Et si vous êtes capable de poser des problèmes à l'adversaire sur l'échiquier, c'est le plus important. Après, la vérité de l'ordinateur, ça c'est pour l'analyse plus tard, mais l'important quand on joue une partie, c'est déjà d'essayer de gagner contre son propre adversaire et pas contre l'ordinateur. Et heureusement. Et heureusement, parce que sinon on ne gagnerait pas beaucoup. Mais voilà, prenez surtout en compte l'aspect pratique et si une idée vous semble intéressante, faites-vous confiance et foncez, quoi. Bon, ce sera le mot de la fin. Foncez. Voilà. Amusez-vous, jouez la sicilienne si vous adorez la tactique et les parties complexes. Si vous êtes d'une nature un petit peu plus calme, peut-être qu'il faut se tourner vers une autre ouverture. On espère que vous avez apprécié cette partie spectaculaire. On vous dit à très bientôt. Au revoir, à bientôt.